Bienvenue à tous, bonsoir en ce samedi, bienvenue dans ce backcheck XXL. Nos invités, ils sont là, toujours présents, Marc Leuenberger, Antoine Desclous, Stéphane, bien sûr. On parlera de NHL, on parlera également de setplay ce soir. Et puis on va revenir sur cette soirée avec 4 matchs au programme. Marc, qu'est-ce que tu vas retenir finalement de cette soirée? Que Bienne a eu une difficile soirée hier soir. Ils sont bien pris et ils ont fait tomber la première fois cette saison bien vite. Ouais, et Antoine? Le carton de Langnau à Davos, c'est magnifique, 7-0. Oui, alors il y aura de la vidéo lundi, mais il y a une équipe qui a fait... du côté de Fribourg, on s'est refait une santé, messieurs. 2 matchs, 6 points, et là, tout à coup, la pression est relâchée à la PCFL. Mais il y a surtout, évidemment, cette victoire de Bienne ce soir du côté de la PostFinance Arena. C'est la première défaite du CP Berne de la saison, marquée par un homme qui a réussi un triplé, c'est Tony Rayala. Oui, en effet, beaucoup de buts durant ces 4 rencontres ce soir. Et puis du suspense aussi sur beaucoup de patinoires. Et presque un carton plein des clubs romans. On va vous parler de tout ça. On va bien sûr analyser tout ça. Marc Leuenberger, Antoine Desclous, ils sont avec nous. Messieurs, on va se replonger d'ici quelques instants finalement dans cette soirée de National League. Mais avant cela, on vous propose un sujet. En effet, durant l'été, nous sommes allés à la rencontre de l'ancien gardien de Ligue nationale, Sébastien Koller, qui a ouvert un centre qui accueille des jeunes joueurs, jeunes gardiens et jeunes joueurs qui permettent à ces derniers de s'entraîner justement pendant la période estivale. Regardez ce sujet signé Jacques Lesquereux, Johan Métry et Angélique Revillot. À 42 ans, Sébastien Koller, ancien goalie de Fribourg-Gotteron, Bienne, Ajoie ou encore La Chaux-de-Fonds, n'a pas manqué sa reconversion. Il y a un an, il ouvre un centre d'entraînement de hockey à La Chaux-de-Fonds destiné aux gardiens et aux joueurs, quel que soit leur niveau. La particularité de la surface de jeu, une glace synthétique permettant aux utilisateurs d'évoluer avec leurs patins à glace. Ce centre d'entraînement permet donc aux hockeyeurs de pratiquer toute l'année. C'est vrai qu'on est sur un concept avec la glace synthétique. Cette fameuse glace, que l'avantage qu'à toute saison est praticable, qu'elle ne bouge pas du tout. Et puis dans notre concept, dans notre antre, comme vous avez dit, on accueille tout type de hockeyeurs, des hommes, des femmes, des loisirs, des licenciés, des pros, des débutants, des jeunes, des vieux. Ici, avec Koller, je m'entraîne, il me garde en chaud avec les patins, donc ça m'aide vraiment beaucoup. Et sur glace, après, dès que je pousse, peut-être, ça m'arrête plus vite, mais comme je suis sur la glace, j'ai l'impression de voler. Au début, j'étais un peu stressée parce que je me faisais entraîner par un grand gardien, puis maintenant j'ai un peu l'habitude. Chaque été, je viens au moins une fois par semaine avec Sébastien faire des cours. Et ça travaille surtout la pompe, on touche aucun peu que nous les gardiens. On fait que du patinage pendant 1 heure, puis ça en chie, puis ça se ressent sur la glace après. Parfois c'est difficile d'avoir de la glace, de la vraie glace, donc c'est bien d'avoir de la glace comme ça, quoi. Et tu peux aller ici tous les matins ou les soirs ou n'importe quoi, et la glace elle est bien. Si Sébastien Koller met toute son attention sur les portiers, Gauthier Gustin, lui, s'occupe des joueurs de champ. On va faire un petit bilan au départ et puis ensuite on va pouvoir se projeter sur un petit projet d'un entraînement ou de plusieurs entraînements pour le développement du patinage, pour le développement de la posture du joueur et puis ensuite à rentrer sur des domaines un peu plus techniques. Qu'est-ce que tu améliores? Ma technique, mon shoot, mes dribbles. On vient une fois toutes les 3 semaines pour le simple objectif, c'est que Nolan vise une place au Pee-Wee, c'est-à-dire le tournoi Pee-Wee en 2020. Et je pense que c'est un passage obligé. Il y a énormément de demandes et puis surtout ce qui est important, c'est qu'on ne remplace pas ce qui se fait en club, que ce soit pour les jeunes ou bien même les pros. On amène un complément à ce qui se passe en club. Donc ça, les gens maintenant l'ont vraiment compris. Et puis on a des gens qui viennent vraiment de partout. Ils font 1h30 de voiture pour venir s'entraîner ici. Donc pourquoi pas, nous, on peut se rapprocher d'eux aussi.
Et puis à noter qu'il a trouvé des nouveaux locaux du côté de Glovelier, dans le canton du Jura, avec une ouverture le 9 octobre prochain. Messieurs, est-ce que ça existait? J'ai envie de dire, à votre époque, je ne pense pas, quoi. Ce côté, allez, on avait des possibilités justement l'été d'aller s'entraîner un peu dans une surface ou avec une surface, en tout cas, qui ressemble à de la glace? Non, mais je crois que ça a tellement évolué. Les gens, on allait jouer du hockey sur terre, petit, ça faisait partie du lot d'entraînement, voilà, qui sautait partout, les balles canadiennes, les belles oranges, c'était ça qui se faisait. Là, c'est bien, là, c'est complément d'entraînement en été. Maintenant, il ne faudrait pas que ça vienne une obligation, parce qu'un joueur, pour moi, a aussi besoin de se laver la tête et de voir autre chose, pour avoir de la perception. Donc là, si c'est une fois par semaine, ça va. Ça ne doit pas être que ça. Si on met un joueur 12 mois sur de la glace, que ce soit de la glace ou synthétique, il va être usé avant d'arriver adulte. Très, très grand débat, ça, messieurs. Donc, Marc, tu as travaillé aussi comme chef de formation à Bienne. C'est un très, très grand débat. Est-ce qu'on n'en fait pas des spécialistes trop jeunes, les gamins, faire du hockey 12 mois par année? Là, la nouvelle tendance en Suède et au Canada, c'est de dire l'été, pendant en tout cas 2-3 mois, faire autre chose, un autre sport, du foot, du tennis, n'importe quoi. Marc? Multisport, c'est je dirais, un développement beaucoup plus sain au niveau des capacités de coordination. Ouais. Parce qu'on est trop spécialisé, il y a certaines choses qu'on ne va pas créer, qu'on ne va pas être inventeur ou on va pas solliciter. Ouais. Si, chaque sport a besoin de facultés différentes, que ce soit du volleyball, une autre anticipation, le basketball, la rythmique et tout. Si vous travaillez uniquement que ça, vous arrivez dans une spécialisation. Puis je pense que dans la créativité, quand on voit des joueurs comme Zwerger ou des gens comme ça, ils sont créatifs parce qu'ils ont touché à d'autres choses. En tout cas, il y a eu de la créativité. Oui, Antoine? J'ai quand même ajouté, on est là à la base. On n'en fait pas des hockeyeurs à la base, on fait des sports. Justement, il y a 2-3 éléments qui veulent aller. Mais d'abord, c'est un sport de masse. Il faut qu'ils s'éclatent, les gosses. Il faut qu'ils touchent à tout. On a eu un Goran Bézina qui a commencé du hockey à 13 ans. Mais il aurait pu jouer en basket, en Liga. Ensuite, tellement il était fort dans tous les sports. Donc voilà, quand on a un joueur un personnage qui est complet au niveau sport, qui prend une raquette de tennis, qui joue au basket, il sera à l'aise. Et là, on en fait aussi un personnage. On n'en fait pas qu'une entité qui sera hockeyeur, footballeur, golfeur, et puis après, il n'y a plus que ça. Donc, je trouve que c'est important, ça. Vous l'avez compris, c'est important, évidemment, d'être multisport, puis d'avoir cette possibilité, quand même, évidemment, pour ceux qui veulent compléter, d'avoir ce genre de centre, en effet, qui s'ouvre et qui se développe, notamment en Suisse. On va revenir, messieurs, à cette soirée de National League, maintenant, avec le premier match de l'autre soirée. Je vais vous avouer que c'est le carton de la soirée. Est-ce que c'est la surprise ou pas? Tiens, ça pourrait être le débat. Mais quoi qu'il en soit, ça a viré au cauchemar du côté de Davos à la Vaillante Arena. 7-0, le carton, en effet, de la part de Langnau. Langnau qui avait été battu la veille par Andry quand même à domicile, faut-il le rappeler. Et Langnau qui a cartonné donc ce soir et qui n'a fait qu'une bouchée de cette équipe de Davos. Un seul but marqué à la 6e minute de jeu. Rukseger pour le 1-0 qui annonce déjà pour Anders Lindbeck, le gardien de Davos, marque une soirée qu'on pourrait qualifier de compliquée. Voilà. Oui. Il n'a pas toujours eu de chance sur les buts, on va le voir. Mais... Oui, il faut dire que quand ça part comme ça, rebond, déviation, après mauvais dégagement et tout, c'est quand même terrible. Et après, en plus, l'équipe, elle n'est pas là. Il n'y a pas de défense, il n'y a personne qui le supporte, ils se retrouvent à chaque fois tout seuls. Là, à nouveau, tout simple, ils arrivent, ils sont 2 à 1 mètre, ils regardent, mais il y a 3 joueurs bernois qui peuvent s'occuper du puck. Ils ont un temps de retard, les Davosiens, finalement, sur cette réussite. On le voit de Pascal Berger, un assist de Gagnon. 2-0, bon, il n'y a pas encore le feu dans la maison, on va dire, mais il y a 3 buts qui vont être encaissés dans cette deuxième période, justement, par Davos. On va le voir avec Kuonen et encore une fois Pascal Berger sur des réussites. Et ça part très vite du côté de Langnau. Un revirement et des maîtres-tirs aussi, on va dire. Il y a plein d'informations ou de questionnements sur ça. Est-ce que finalement l'air Delcourteau il sera au bout? Parce qu'on a vu rarement une équipe prendre le bouillon comme ça. Là, c'est Langnau qui fait les comptes, qui l'a fait à la Davos. Là, on a sorti le puck par la bantac 2 contre 1 égaux. Normalement, c'est Davos qui le fait. 7-0 chez eux, ça fait longtemps, je ne sais pas, vous allez voir les stats, parce que c'est pas arrivé. Et c'était la fête de tir pour Langnau. C'est un déplacement qui est toujours difficile d'aller jouer à Davos.
pour diverses raisons. Il n'y a pas de monde, que avant la saison, Davos, ils vont toujours vite. C'est étonnant. Et tout allait, c'est vrai que tout allait aussi pour Langnau, là, on voit. Tir en ricochet, là, qui était véritablement inarrêtable. Mais 4-0 après 2 tiers, on se dit, à ce moment-là, quand même, vous êtes à domicile. En effet, tu l'as dit, Antoine. Il doit avoir réaction. On ne peut pas solder une rencontre comme ça à domicile quand on perd 4-0. On se dit, on va arrêter les frais. 4-0 après 2 tiers, on ne change pas le gardien du côté d'Arnaud Delcourteau. Je vous rappelle quand même qu'on allait chercher ce gardien 15 jours du début du championnat. Il a des très bonnes stats en début de saison. Là, il perd 4-0. Il ne change pas le gardien. Marc. Arnaud. C'est Arnaud. C'est-à-dire, tout autre entraîneur aurait dit, bon, ben, on va arrêter le massacre, on ne veut pas encore qu'il se blesse ou qu'il arrive encore quelque chose, le laisser psychologiquement pour qu'il puisse récupérer. Surtout que c'est une pièce maîtresse, ce gardien. Et voilà, il l'a pris comme pièce maîtresse parce qu'il élimine quand même un joueur de champ étranger. Donc, je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas changé, mais c'est, allez savoir, Arnaud Delcourteau. Mais moi, si je suis le gardien ce soir après le match, je sors. Je suis le vétéran, là, je suis engagé comme étranger. Moi, je pense que je demande un meeting au coach. Moi, je pense que je demande un meeting à Arnaud. Je dis là, tu vas m'expliquer, là, tu me respectes pas ou quoi? Sincèrement, il y a Gilles-Sen qui est là dans la ligne 1. Gilles-Sen peut garder dans cette ligue-là. On n'avait pas le gardien des Novices Élites comme backup quand même. Là. Moi, c'est une marque, pour moi, c'est une marque de non-respect. Oui, mais alors, Marc a dit c'est Arnaud Delcourteau, je comprends ce que tu dis. Maintenant, est-ce qu'il n'y a déjà pas Anguille sous roche avant? Puis démerde-toi maintenant. Tu veux la ramener, reste dans le but avec Arnaud. Un peu, on peut s'attendre à tout. Tu vas aller jusqu'au bout. On verra après. Je sais pas, mais c'est sûr que c'est... C'est le monde selon Arnaud, en fait, hein, c'est ça? C'est un peu. Ouais, le monde selon Di Domenico, on l'a vu, puis Gustafsson qui va ajouter les 6e et 7e buts. C'est des jolis tirs du poignet, mais il y a souvent des surnombres quand même pour Langnau sur les images qu'on voit et qu'on découvre en même temps que vous, bien sûr, ce soir. Des fort jolis buts, il y a des fort jolis tirs, en effet, mais 7-0. En tout cas, le débat est ouvert du côté quand même de Davos avec le fait qu'on ne change pas de gardien, tout ça. Ouais, exactement. Mais on a quand même, si vous regardez la ligne du centre, Corvi, Lindgren, Handbull. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes de Liga qui aimeraient avoir ces 3 joueurs de centre-là. Pas si... Moi, je pense que le problème de Davos, c'est clairement en défense. On manque de mobilité, on manque de... C'est jeune aussi. C'est très jeune au niveau de la défense de Davos. C'est peut-être comme on dit, une année de transition. On n'est qu'au début du championnat aussi. C'est difficile. Il y a 5 matchs qui ont été joués maintenant. C'est sûr que de toute façon, c'est une défaite qui va faire mal. Moi, je ne pense pas que c'est une année. C'est déjà bientôt la 3e année de transition pour moi. Parce que le coup des 2 gardiens, des 2 jeunes, n'a pas fonctionné. Il l'a fait 2 fois, ça avait fonctionné. Les autres fois, oui. Et maintenant, ça n'a pas fonctionné. Puis là, il commence à avoir justement ce problème. D'autre part, leurs leaders habituels deviennent quand même plus âgés. Il n'y a pas de renouvellement. Et les autres sont beaucoup trop jeunes pour prendre tout le leadership. Voilà. À voir s'il y aura des conséquences, en tout cas, après cette claque reçue à domicile 7-0 face à Langnau. On continue avec les clubs bernois, parce qu'il y avait quand même un magnifique derby ce soir. C'était le choc au sommet entre le CP Berne et le HC Bienne. À noter que le capitaine du côté biennois, Mathieu Chantré, honorait son 800e match. 800e match en Ligue nationale. C'est quand même pas mal. Et oui, il pourrait... Non, quand même pas. Avec 4 saisons, ça risque peut-être d'être compliqué pour passer les 1000, quoique. On va voir. National League, toujours compliqué peut-être quand même. Si bien joue dans les playoffs très très longtemps, chaque année éventuellement, jusqu'au 7e match, 21 matchs de playoffs sur 2-3 ans. 71 matchs, sortez-moi la calculette. Il a quand même déjà 34 ans. Ouais. 34 ans. Mais c'est pas 34, ça va encore. Hiller en a que 3 de plus. Oui, mais dans la position de centre, attaquant, c'est un peu plus compliqué. C'est quand même moi, je l'ai eu comme junior, donc c'est un jeune du club qui est resté là. Puis qui est toujours là. C'est un clubiste qui était annoncé quand même 13e attaquant sur la feuille de match quand vous faites votre 800e match. Mais il était sur le powerplay. En National League, mais il était sur le powerplay, en effet. Et le powerplay, on va le voir ce soir, a scoré du côté biennois. On va se replonger dans cette partie, si vous le voulez bien, après les honneurs rendus à Mathieu de Chantré, avec Tony Rayala qui va finalement ouvrir le score. 8e minute de jeu, Tony Rayala qui va réussir le triplé. Surtout un but, Stéphane. On est allé voir la vidéo. Pour l'histoire de la cross-haute et pas avec le contact avec Giannoni. Non, le contact avec le gardien de but, il arrive en dehors du demi-cercle et c'est clairement Giannoni qui sort de son demi-cercle
qui va plus ou moins à l'encontre du joueur. La question est de savoir est-ce qu'au moment où il touche le puck, est-ce que le point de contact avec la canne de Rayala est au-dessus de la barre transversale, oui ou non? Les arbitres sont arrivés à la conclusion, comme nous, qui ne pouvaient pas conclure avec les images, donc ils sont restés avec la décision sur la glace. Je sais maintenant ça. Ça fait une année que tout le monde... Non, en effet, on ne peut pas conclure, mais ce qui est sûr, c'est que Tristan Charvet, lui, a réussi à conclure. On est dans les dernières secondes. Et ce but-là, finalement, Marc Leuenberger, il aurait dû permettre au CP Berne, par la suite, dans la deuxième période, de prendre finalement les choses en main. Normalement, c'est ce que ça donne, hein, dans ce genre de but à 1 seconde 3. Un chiffre important hein, aujourd'hui, là, 1 seconde 3. Il aurait dû donner cet élan pour le deuxième tiers et peut-être justement, en général, quand on prend un but comme ça aurait un peu dû être un casse-pattes pour Bienne. Ouais. Mais Bienne, par rapport au match d'hier, où ils se sont fait casser les pattes, ils ont su réagir. Ils ont dit de la bonne façon. Ouais. Mais c'était ça. En fait, on voit là un partout après 20 minutes. On se dit, oula, ils font un bon premier tiers. Est-ce que ça peut être un bis repetita par rapport à hier? Est-ce que de nouveau, ça n'a pas tourné à un moment en deuxième période? Ben, au contraire, il y a une très bonne gestion de la période du côté biennois, de ce deuxième tiers avec ce but. On en a parlé si vous étiez avec nous ce soir. Notre ami Almquist, là, qui a fait tout faux, Antoine, c'est votre copain. Vous l'aimez bien, mais là... mais je suis fan de ce joueur. Il est élégant et tout, il a une super relance. On n'a pas montré d'autres choses qu'il a très bien fait dans le match. C'est vrai que là, il fait deux bourdes sur le même but. Bon, au moins, c'est tout sur le même. Et puis, mais là, c'est bien, justement. On avait peur au premier tiers. On s'est dit comment Bienne va gérer. Comment Berne va sortir. Entre la première et la deuxième période, on se dit, ah, Berne, maintenant, c'est bon, ils vont arriver. Eh bien, non. C'est Bienne qui a pris les choses en main, hein, bien plus vite dans la période, et Berne a essayé à la fin. Mais c'est Bienne qui a imposé son jeu, et c'est ça qui est plaisant. Oui, et puis un CP Berne, finalement, qui est sorti de ses gonds à l'image de Gunther Sander. Regardez cette pénalité qui va amener finalement le 3-1 sur supériorité numérique de la part de Rayala. Et Gunther Sander pris par la police, et ce genre de geste, ce genre d'erreur... C'est de l'indiscipline, c'est de l'indiscipline totale. Un joueur de son niveau, voilà, c'est le game breaker, c'est ça qui change le match de 3-1, ça fait bam. Et c'est vraiment de l'indiscipline. Il y aura un petit meeting dans le bureau du coach lundi matin, et c'est 8h, 8h15. Ouh, il y aura plein de meetings finalement. Oui, le défenseur va être à 8h15, puis je pense qu'Inter Sanders sera... Ils vont être fatigués le soir contre les New Jersey Devils. Toute l'équipe était présente, on vous le rappelle, du côté de la Post Finance Arena, dans une loge. Ils se sont bien amusés, ils ont fait plein de photos sur les réseaux sociaux. Ils ont dit hey, regarde l'ambiance, regarde l'ambiance. Je ne sais pas s'il y a eu une grosse bronca à la fin du match ou pas, parce qu'à Berne, quand ça crie et quand ils sont contents, il y a de l'ambiance, mais quand ils ne sont pas contents, hein, là aussi, il y en a passablement. Allez, BN qui a ensuite bien marqué le but de la sécurité avec Damien Brunner, bien aidé, on va le voir, par Beat Gerber, qui va finalement... tromper Leonardo Giannoni, là il ne peut strictement rien, on est d'accord monsieur Antoine? Non. Et puis voilà, bon, on a la grosse aussi incertitude sur Brunner, comment il va rentrer dans Bienne, on a envie que ça se passe bien pour Bienne. Et puis là, ben, c'est tout un buteur, on le connaît, on l'a eu par le passé ici. Il a le puck sur la tranche, à la ligne bleue, il lance comme il peut, puis ça passe sous le bras de Gerber, ça tape le poteau, ça tape le gardien. Tant mieux, vraiment. C'est l'équipe qui a plus voulu qu'elle gagne. Ah ouais, et puis je veux dire, pour Damien Brunner, ça va quand même le mettre en confiance aussi, parce qu'il faut qu'il tente plus souvent dans le jeu. Voilà, on le voit encore pas assez, selon le statut, on va dire, du joueur. Mourchak qui va réduire le score, le 4-2, et puis Tony Rayala qui va finalement sceller la rencontre 5-2 dans la cage vide. 5-2, la victoire du HC Bienne ce soir, qui a su... avec mérite, on va dire, franchement, Marc Leuenberger a vraiment réagir par rapport à la rencontre d'hier face à Fribourg. Oui, ben justement, moi je pense que on a vu en début de soirée l'interview d'Anne Tittermanen qui ne semblait pas tout à fait content de la question qu'on lui avait posée si c'était une défaite salutaire hier. Je pense que c'est une défaite salutaire en fin de compte, parce qu'ils sont revenus dans les bases, ils ont reposé le jeu, ils ont pu contrôler ce CP Berne à Berne. Et ça prouve que
parfois une bonne claque, ça fait du bien aussi. Une bonne claque, ça fait du bien, en effet, vous l'avez compris. Et puis surtout, une victoire face au leader, eh bien, ça fait du baume au cœur, surtout quand vous défendez la cage de votre équipe. On va écouter tout de suite la réaction du côté du HCBN, celle du gardien Elien Pope. Elien Pope, 94,4% d'arrêt ici à Berne. Première titularisation réussie en championnat. C'est plutôt sympa, hein? Ah, c'est clair. C'est un bon début pour moi. Après, je pense que ce soir, toute l'équipe a joué tous ensemble, soudés. On n'a fait aucune erreur, on ne leur a rien donné. Et puis à la fin, on le voit sur le score. Vous avez aussi pu compter un petit peu sur la chance. Hein. Vous avez vos mentons qui vous sauvent à 2 ou 3 reprises. Ça se provoque? On dit que ça se provoque. Après, voilà, ce soir, ça a tourné pour moi. Ça aurait pu tourner pour eux. Mais je pense que sur l'ensemble du match... 3 poteaux ou pas, il y en avait moins, mais je pense qu'on a provoqué ce qui s'est passé ce soir, on a travaillé tous ensemble et puis c'est nous qui sommes allés chercher le plus de buts. Et pour terminer, Bienne est en tête du championnat, c'est quelque chose que vous avez imaginé au début de saison? Premier peut-être pas, mais on sait qu'on a une bonne équipe, je veux dire on a fait une super préparation l'année passée, c'est un peu la continuation maintenant, donc surpris oui et non, mais on sait qu'on l'a mérité d'être là où on est. Merci. La victoire magnifique de Bienne donc ce soir face au CP Berne. On va faire une petite pause si vous le voulez bien dans cette soirée National League. On va ouvrir une page NHL parce que la NHL, Stéphane, ça reprend la semaine prochaine. Oui, ça reprend la semaine prochaine. Mercredi soir en Amérique, donc dans la nuit de mercredi à jeudi pour nous. Il y a des favoris, évidemment, comme chaque année. On fait un tour d'horizon, c'est assez subjectif. On va commencer par l'Ouest, visiblement derrière moi. Donc, les équipes à surveiller cette année, les Sharks de San Jose avec Erik Karlsson qui vient d'être échangé. Et les Golden Knights de Vegas sont encore là, finalistes de la Coupe Stanley l'année passée. Les Jets de Winnipeg, l'équipe la plus jeune de la Ligue l'année passée, qui a fait flèche de tout bois. Attention aux Jets de Winnipeg les prochaines années. Ils seront tranchants. Les Prédateurs de Nashville, on a 3 Suisses qui jouent là-bas. Évidemment, les Prédateurs, avec Piquet Souban en défense et Romagnosi, seront encore des prétendants au titre. Ensuite, avec Tyler Seguin du côté de Dallas, sera une très bonne équipe. Les Flames de Calgary, les Avalanches du Colorado et les Blues de Saint-Louis risquent d'être dans les playoffs, selon nous. Ça, c'est une projection. C'est un peu les projections qui se font un peu du côté de l'Amérique. Et puis, les Kings de Los Angeles et les Wilds du Minnesota pourraient être des équipes outsiders et pourraient éventuellement participer aux playoffs à créer la surprise. Alors ça, bien sûr, ça concerne l'Ouest. On va s'intéresser maintenant à l'Est, Stéphane. À l'Est, évidemment. Bon, on a des équipes jeunes. Regardez, les Maple Leafs de Toronto avec Austin Matthews en tête. Ça sera une équipe vraiment, vraiment à surveiller. On est en reconstruction du côté de Toronto et là, ça risque de tourner. On risque de devenir une équipe dominante. Tampa sera toujours une équipe à surveiller avec un certain Kucherov. L'équipe de Crosby, de Malkin, etc. Pittsburgh sera toujours des playoffs, probablement. Les Caps de Washington, les prétendants, les gagnants de la Coupe Stanley, qui voudront sûrement réitérer leur titre cette année. Une équipe avec Ovechkin, toujours dominante. Les Bruins de Boston sera là, un trio de choc avec notamment notre ami Patrice Bergeron. Et les Flyers de Philadelphie, une concession très, très importante en NHL. Il y a toujours du bon hockey. Année après année, on réussit toujours à avoir des bonnes équipes. Les Panthers de la Floride, oui, les Panthers de la Floride de Dennis Malgin, une équipe très, très jeune pourrait être des playoffs. Les Blue Jackets de Columbus avec John Tortorella à la barre, un entraîneur dynamique et haut en couleur. Et les Devils du New Jersey de Nico Hischier pourraient être des playoffs. Ils ont juste raté l'année passée. Pas encore une équipe dominante, mais en tout cas, une équipe qui pourrait déranger. Et puis une équipe qu'on ne connaît pas beaucoup, les Hurricanes de la Caroline, pourraient aussi cette année se glisser en playoffs. Oui, merci Stéphane pour ce tour d'horizon finalement des favoris pour une place en play-off. On va s'intéresser maintenant au top transfert parce qu'on le rappelle, il y a une période donnée évidemment outre-Atlantique. Évidemment, la période top transfert, à partir du 1er juillet, les joueurs qui sont joueurs autonomes, sans compensation, avec compensation, peuvent offrir leur service à n'importe qui, un peu comme les joueurs sont ici en Suisse autonomes. Eh bien, le top transfert de l'été, celui qu'on a beaucoup parlé, c'est le transfert de John Tavares, essentiellement des Islanders de New York, qui a signé un faramineux contrat de plus de 80 millions de dollars pour 7 ans avec Toronto. Je vous disais que Toronto allait être à surveiller. Bien, évidemment, Tavares sera là pour épauler un certain Austin Matthews.
entre autres. Eric Carlson vient d'être échangé. C'était la saga depuis le mois de janvier l'année passée. Est en dernière année de contrat, souhaitait changer d'air, ne voulait plus jouer pour Guy Boucher à Ottawa. Il a été échangé aux Sharks de San Jose pour pas grand-chose. Les Sharks ne l'ont pas encore signé, mais il pourrait lui aussi signer un contrat, mais faramineux et faire sauter la banque du côté de San Jose. Du côté de San Jose, on aura d'excellents défenseurs et on risque de se hisser au classement. Kovalchuk, le Russe, évidemment, était en Amérique, parti en Russie. Maintenant, ça ne va plus en Russie. A signé un gros contrat du côté de Los Angeles, au bord de l'océan. Et puis Max Pacioretty, la saga Max Pacioretty du côté de Montréal. Bon, on l'a finalement échangé, Max Pacioretty, pour une jolie destination pour lui, Vegas. Oui, ça va le changer, hein, au niveau des températures en ce qui concerne Max Pacioretty. Forcément, c'est les sommes qui vous font rêver, messieurs. On parlait, voilà, tout à l'heure, à mon époque, on n'avait pas la possibilité de s'entraîner sur des surfaces artificielles, etc. On entend des contrats de 80 millions. C'est des sommes, je ne sais pas, Marc. On ne parle pas du même monde. C'est un hockey business, c'est tout différent. Ça touche, quand on prend que le merchandising, donc la vente d'articles, la gastronomie, c'est des villes de 4, 5, 10 millions d'habitants. Donc remplir une patinoire à l'année avec 20 000 spectateurs, ça va. Moi, je trouve déjà en Suisse, c'est pour le marché qu'on a, quand on a un Berne, 16 000 personnes chaque match, c'est 10% de la population de la ville. Donc, il faut voir les relations, c'est comme ça. Et par rapport à d'autres sports, peut-être aussi, parce qu'outre-Atlantique, il faut savoir que c'est le football américain en général où les joueurs sont les mieux payés, me semble-t-il. Il y a le baseball aussi, il y a le basket et le hockey. J'ai envie de dire presque le parent pauvre, finalement. C'est, mais après les sommes. Moi, je suis utopique, mais moi, c'est juste la gagne qui m'intéresse, c'est le sport. Peut-être je suis à côté de la plaque. Certains diront, mais ils ne le pensent pas. Oui, jouer aux cartes, j'aime gagner, j'aime pas perdre. Un joueur qui, oui, signe 67 millions, 80 millions, ou 7 ans, 8 ans, c'est quand il aura ses patins au pied qu'il a envie de gagner Tavares, il veut un titre. Hein, je veux dire, c'est ça. Alors, tout est subjectif, bien sûr, par rapport à l'ampleur du marché, mais je pense qu'à la base, vraiment, je crois que ces joueurs-là sont vraiment des gagnants, avant d'être tous des machines à fric. Et puis il y a les bons agents aussi derrière. Il y a Kovalchuk qui fait le retour après avoir joué en KHL. En tout cas, il est spécialiste des gros contrats. On va revenir, si vous le voulez bien. On continuera de vous parler de NHL, bien sûr, avec les meilleurs moments chaque semaine dans Backcheck XXL. Mais on va revenir à cette soirée de hockey et avec Fribourg-Gotteron qui recevait Rapperswil. Fribourg qui restait sur une première victoire, bien sûr, de la saison la veille face à Bienne. Il fallait confirmer absolument à domicile face aux néo-promus. Ça a été le cas, mais ça a été un match un peu bizarre quand même, messieurs, parce que Fribourg va mener rapidement 2-0 dans la partie en moins de 2 minutes, 37 secondes pour l'ouverture du score, signé Julien Sprunger, déjà buteur la veille face à Bienne. Il est servi magnifiquement par Miller. Tiens, est-ce que ça fonctionnerait enfin finalement le binôme Miller à la passe, Sprunger à la conclusion, à voir, et puis le 2-0 signé Holos. Les leaders qui se réveillent. Holos assiste de Birner, ce qui a provoqué un changement de gardien du reste du côté de Rapperswil. Miffeler va céder sa place à Pader. Début idéal, en tout cas. On est d'accord, Antoine, 2-0, on ne peut pas faire mieux. Là. Non, on n'avait pas vu le début de l'écran, on n'a pas vu le début du match. Déjà 2-0 pour Fribourg, c'est super. Puis après, on a les yeux qui traînaient sur ce match, sur nos écrans. C'était très compliqué, hein. Ils ont joué à se faire peur, vraiment. Mais bon, voilà, le changement après 2 minutes de gardien. On pensait que ça allait dérouler. Et Rapperswil a été bon. Hein. Le coach de Rappi est un peu moins patient qu'Arnaud. Hein? Oui, justement. Tomlinson, oui, sur ce coup-là. Il n'a pas attendu 4 buts, c'est 2 buts. Il n'était peut-être pas très content déjà de la veille, de ce qui s'était passé, etc. Et puis voilà, à 1:38, vous dites, oula, Dieu, on doit essayer de faire quelque chose ce soir du côté de Fribourg. Ben, ça a été le cas parce que réaction, en tout cas, ça a marché. Le choc psychologique, entre guillemets, a marché. Puisque Ness, un ancien fribourgeois, va réduire le score 11e minute de jeu et va trouver la lucarne de Reto Berra pour cette réduction du score. Et puis surtout, Eschler va marquer, on va le voir, à la 18e minute de jeu avec un assist du portier, justement, Bader. Donc on revoit là le jeu de Ness. Hop, petit tir du poignet. C'est surtout les Fribourgeois qui perdent gentiment le puck, en tout cas. Et qui le donnent à... Et qui se crée, et surtout qui réussit à marquer. Et puis là, Eschler
Il est en second rideau. En tout cas, Fribourg là, qui paraît un peu mal sur cette fin de période, Antoine. Ouais, alors, là, on voit que le but, mais dans le jeu, Fribourg jouait. Ça fait pas. L'année passée, Fribourg jouait bien. C'était rassurant. On a perdu quelques défenseurs. Alors, on a assez critiqué le super offensif qui est parti, j'ai plus son nom. Radgeb. On a un jeune qui est parti du côté de Langnau. On a mis les autres. Défensivement, on est 2 ans en arrière, là. 16 joués à se faire peur. Là, on a vu, c'était Chavaya. Montpellier passait toutes, hein. Tous, l'un après l'autre, ils ne lâchent pas leur puck assez vite et ils se font vraiment peur. Alors, heureusement, deux matchs gagnés du week-end, mais attention, parce que ça score quand c'est des grosses mannschafts en face. Hein. En tout cas, sur ce premier tiers, c'est pas vraiment rassurant, en effet, pour Fribourg. Quand on menait 2-0 aussi rapidement dans le match, ça peut être en effet un peu piégeux, mais 2 partout. Et ensuite, ça a été très serré pendant le reste de la rencontre, puisqu'il n'y aura qu'un petit but qui sera marqué. Julien Sprunger en supériorité numérique à 5 contre 4 devant la cage, finalement, Stéphane. Un but très important à la 35e minute de jeu. Oui, bien placé. Écoutez, il est là pour le rebond. Un petit revers au-dessus de la canne. Mais regardez, il est dans l'enclave. Il se retourne au moment du shoot. Il se fait face au goal pour le rebond. Il est prêt. Donc, bel échange. J'ai bien aimé la passe de Bikoff. Bikoff n'a pas d'assist sur ce jeu-là, mais c'est lui qui fait le jeu clé le long de la bande. Il attire un gars, il la met derrière, et puis les autres s'échangent la rondelle. Il a le 3e assist, si on veut. Mais le jeu clé, il est là. Le jeu clé est là, puis la victoire sur tous les 3 points hein, au bout du chemin pour Fribourg-Gotteron, carton plein ce week-end. On va écouter là une réaction, maintenant on parlait justement Stéphane, on va écouter la réaction issue de ce succès d'Andrei Bikoff. Andrei Bikoff, première victoire de la saison à domicile, elle a été difficile face à une valeureuse équipe de Rapperswil, mais elle fait du bien. Ouais, c'était pas un match facile, on a super bien entamé le match. Ensuite, on a, je pense, pris l'adversaire un petit peu trop de haut, on s'est laissé aller, ils arrivent à revenir. Ensuite, c'était un match un peu compliqué pour nous. On arrive à aller chercher l'avantage en supériorité numérique, bonne chose. On n'a pas réussi à marquer jusqu'ici. Ensuite, voilà, on a pu gérer le match, mais c'est vrai que c'était pas évident ce soir. Rapperswil jouait avec beaucoup de désespoir, ils avaient besoin de chercher ces 3 points aussi. Donc, au final, le résultat est très important pour nous. Ouais. Vous êtes très bien rentré dans le match avec 2 buts en moins de 2 minutes. Ça a été plus un désavantage qu'un avantage pour vous ce soir. Ouais, non, c'est de commencer un match après 2 minutes avec 2-0, on le prend tous les jours. Après, on n'a pas réussi à gérer cette situation. Faudra apprendre de cette leçon et puis corriger le tir la prochaine fois. D'avoir débloqué le compteur en avantage numérique, ça fait du bien aussi. Exactement, je pense que ça fait un moment qu'on se cherche et puis voilà, un bon tir de Motet et puis Sprunger qui arrive à mettre ce puck au fond sur un rebond, c'est un but très important pour nous. Ouais. Merci beaucoup Andrei. Un but qui vaut 3 points hein, pour Fribourg-Gotteron ce soir. Petit mot messieurs, si Rapperswil, 5 matchs, 5 défaites, c'est compliqué l'apprentissage National League finalement, Marc? Disons, je suis surpris parce que d'habitude, lorsqu'un néo-promu arrive, il arrive à grappiller des points parce qu'il surprend les autres pensionnaires de Liga. Nouvelle équipe avec un certain engouement, avec un certain, je dirais, un élan. Et là, ils n'ont pas encore de points. Ça me fait un peu souci. Nouvelle équipe, champion suisse. La Coupe Suisse. Coupe Suisse, tout. Coupe Suisse, donc ils ne sont pas nouveaux, ils sont attendus. Peut-être, justement, ils ne font pas les choses parce qu'ils sont plus attendus que normal. C'est peut-être ça. Peut-être, je ne sais pas. Enfin, l'effectif, il n'a pas beaucoup bougé non plus, hein, depuis la Ligue B. Moi, c'est surtout ça. Puis c'est un de notre championnat, hein, on est d'accord. Ça joue plus vite. Ils sont pas mauvais dans le jeu, mais ils doivent l'élever leur niveau, ils doivent marquer, faire un peu plus partout. Mais c'est compliqué hein, quand même, quand vous êtes déjà 10% du championnat qui est loin devant vous, avec 0 point. On peut presque être sûr qu'ils ne seront pas champions. Parce que si je dis ce soir qu'un Rapperswil ne sera pas champion suisse, est-ce que je prends un gros risque? On est d'accord. Je ne connais pas la cote chez les bookmakers, mais il me semblait qu'il était... on aurait dit la même chose. Elle était voilà, 52 pour contre. Voilà. Allez, on va refermer la parenthèse Fribourg-Rapperswil. On va passer à Genève-Servette, le dernier match de la soirée du côté du Tessin face à Ambry-Piotta. Avec une nouvelle avant la rencontre, on l'a appris. Le deuxième étranger de Bouma, hein, de Genève-Servette, s'est blessé au genou et va devoir se faire opérer. Donc la saison est
terminé. Autant vous dire que du côté de Genève Servette, évidemment, on va à la recherche prestement, on va dire, de renforts au niveau justement des étrangers. On parle d'étrangers, et bien du côté d'Ambry carbure avec Kubalik qui va ouvrir le score. Mais quelle passe de la part de Samy Guerrand, Antoine. Ça, c'est un petit bijou. C'est la relance, hein, c'est de tourner le jeu, c'est d'avoir le coup d'œil, c'est ça qu'on dit renverser le jeu. L'adversaire n'a pas le temps de se mettre en position défensive. Guerrand est arrivé dans le coin, il a vu que ces deux joueurs partaient dans le milieu, il a réussi à faire la passe. La finition est parfaite, hein, c'est dur à l'arrêter pour regarder. Il y a quelque chose. C'est ça, c'est les transitions. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a quelque chose qui fonctionne très bien, Marc, depuis le début de la saison du côté de Genève Servette. C'est le power play, c'est le pipi. Et ça va encore se démontrer ce soir, puisque Franson peut égaliser. Oui, il faut avouer que c'est quand même une équipe qui a toujours plutôt eu un bon power play. Très offensif, avec beaucoup de pression. Ils font toujours bouger le puck. Du monde, du trafic. Donc, c'est clair, toutes ces années avec Max Orlais, c'était parmi les powerplay, les pipis les plus performants. Mais ça ne suffit pas cette année. Apparemment, le 55 est ils ont un autre problème, quoi. Il y a un petit peu avec deux, évidemment, quand vous avez Wingels qui n'est pas là, quand vous avez Bouma qui n'est pas là, offensivement parlant, vous perdez quand même passablement en percussion. Ça paraît quand même. Écoutez, la perte de ces étrangers-là, tout d'un coup, le premier week-end, le temps d'aller trouver des autres gars, ça va. Parce que là, on joue, n'oubliez pas que septembre, octobre, c'est des gros mois. Il n'y a pas de répit. Là. Tac, 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 les matchs, ils défilent. Et puis, le temps qu'ils trouvent quelqu'un, c'est plusieurs semaines. Ça pourrait coûter très, très cher à la fin de la saison. On va y revenir, messieurs, de toute façon. Moi, je vous propose de replonger dans le match, parce que la rencontre n'est pas terminée, partout. Genève est dans la rencontre. Genève va même profiter de la deuxième période pour prendre l'avantage à 5 contre 4. Encore une fois, Jérémy Vick qui va pouvoir scorer avec des assists de Tanner Richard et de Franson. Et puis encore une fois, une présence devant la cage, on le voit pour masquer. C'est un classique du côté de Genève Servette. Kevin Romney, là, qui masque justement la visibilité, on le voit, de Monzato. 2-1. On a vu ça du côté de la Post-Finance Arena entre Berne et Bienne. On se dit, OK, c'est la deuxième période, les bancs de l'autre côté, prenez un avantage quand même assez certain. Mais Ambry va complètement retourner la situation dans cette troisième période. On va le voir avec le but de Michael Ngoy. C'est assez rare pour le souligner. C'est clairement pas son rôle. En général, défenseur défensif, bien sûr. Et là, buteur avec un but qui vient un peu de nulle part finalement, mais qui va relancer, but en tout début de période, qui va relancer les affaires d'Ambry. Un peu comme Brunet. C'est ça, on voit vraiment dans l'angle, il y a quand même du monde. Des fois, le gardien n'est pas prêt qu'il y a un shoot. On va dire, je pense qu'il doit être surpris qu'Ngoy shoot depuis là-bas. Il doit aller chercher le puck. Alors, il n'y a rien de juste, mais c'est beau. Un bon poignet. Il passe au droit, mais Maillère est un peu engagé pour moi. On ne pense pas qu'on shoot de là. Et le but ensuite d'Ambry, Piotta Tsverger qui a marqué le 3-2, 46e minute de jeu. Avec ce tir et la petite déviation juste devant Robert Maillère, déviation un peu involontaire comme Beat Gerber tout à l'heure, on vous tire dessus et voilà, et c'est goal. Mais en général, ça fait plus plaisir. Là, vous êtes d'accord de recevoir le puck dans la poitrine. Moins mal. Parce que ça fait moins mal, ça fait moins mal en effet. Mais il est au moins là. S'il n'y a personne, il n'arrive rien. Exact. Et Tsverger est quand même un joueur très précieux du côté d'Ambry. Il est dans les bons coups, il amène les pucks, il sait défendre. On a eu 4 buts ce soir, messieurs. On a vu juste pour dire que D'Agostini va marquer dans la cage vide alors qu'on était à 6 contre 4 du côté de Genève Servette. Et ça sera le dernier but de la soirée. Oui, Stéphane. Il y a le but de Kubalik en échappé, il y a ce but-là, mais tous les autres buts ont été marqués sur des tirs de la ligne bleue, avec du trafic devant la cage. Juste. Des bons buts de hockey. On met le puck vers la cage, avec de la circulation, tout peut arriver. On en a marqué 4 comme ça ce soir. Mais j'ai envie de dire quand même, alors bien sûr il y a la défaite pour Genève Servette ce soir du côté d'Ambry, mais on le rappelle, la blessure de Lens Bouma, opération, donc saison terminée pour lui. Comment Genève Servette doit-il réagir, puisqu'on a appris vraiment la nouvelle aujourd'hui, en tout cas voilà, en ce qui concerne bien sûr le public, et on allait tendre notre micro à la fin de cette rencontre à l'entraîneur assistant du Genève Servette, Louis Matt, on l'écoute. Louis Matt, on a l'impression que les pénalités adverses, votre powerplay vous ont un peu maintenu dans le match, mais sinon ça a été compliqué toute la soirée contre Ambry. Oui, en effet, ça a été compliqué. On menait 2-1 après 2, mais je pense qu'il était meilleur que nous et puis on était dans le match parce que le powerplay avait été efficace et puis
Non, je pense qu'on va travailler beaucoup de choses à faire. Alors aujourd'hui, vous n'avez que 2 étrangers. Apparemment, Bouma, c'est terminé. On ne le verra pas cette saison, on ne le verra plus. Ouais, écoute, il y a eu les derniers détails qui vont être réglés avec les médecins. Ils vont avoir un communiqué qui va paraître en début de semaine. Et puis, on est à la recherche de nouvel étranger pour le futur. Vous cherchez carrément 2, le duo-pack, si j'ose dire, maintenant? Écoute, je ne sais pas si c'est le duo-pack, mais c'est sûr qu'avec 2 étrangers seulement dans le line-up, il faut réagir et puis il faut trouver plus de profondeur. Et puis, je sais qu'on est très actifs durant le week-end. Donc on peut espérer, dès le match de mercredi, avoir au moins un étranger? Écoute, on l'espère, mais tu sais, après, il y a toujours le processus des permis de travail. Donc, on fait au mieux et puis on va faire le maximum pour avoir du renfort. Merci bien. Mais de toute façon, il va falloir attendre au niveau des administrations lundi, parce que s'il n'y a pas le permis de travail aujourd'hui, avant lundi, c'est pas possible. Donc vous l'obtenez mardi. Peut-être que mercredi, ça sera quand même encore un peu chaud. Hein. Faudra voir. Certainement. Il faudra déjà le trouver, le trouver. Ensuite, on passera au permis. Mais écoutez, tu ne peux pas prendre non plus n'importe qui est disponible. Les dernières coupures de NHL seront faites ces jours-ci. Des joueurs qui sont renvoyés en NHL. D'ailleurs, Jonas Siegenthaler, messieurs, semble-t-il, qui va rester avec les Caps de Washington. Devrait commencer la saison avec l'équipe de NHL. Bonne nouvelle. Un de plus, en fera un 13e. Par contre, Sven Andrighetto, messieurs, est blessé pour les 4 à 6 semaines. Il va manquer sérieusement blessé. Bref, petite parenthèse. Mais c'est vrai que là, les dernières coupures de NHL, il y a certains joueurs qui ne voudront pas aller en NHL ou qui vont en être libérés. Et là, je pense que Chris va passer le voyage d'Ambry jusqu'à Genève, 4-5 heures au téléphone. Il va parler avec son frère, notamment, qui est agent, son frère Marty McSorley. Il va probablement les téléphones. Et puis, c'est beaucoup, beaucoup de travail, mine de rien. Puis, parce qu'il faut trouver le bon. Après, il faut s'entendre sur le salaire. Puis après, il y a le fameux permis de travail qui, semble-t-il, à Genève, demande beaucoup, beaucoup de patience. C'est ce qu'on dit, hein? Ça peut arriver, on verra ça. Peut-être que toutes les étoiles seront alignées ou les planètes seront alignées pour Genève Servette. À voir si on connaît le nom du nouvel étranger en début de semaine prochaine. En effet. Allez, ça c'était la soirée de National League. On va passer maintenant à l'analyse de la semaine dans ce backcheck XXL. Stéphane, tu as voulu revenir sur un set play. Si vous étiez avec nous depuis le début de la soirée, on a dit les coachs finlandais font énormément de set play. C'est un coach finlandais, Ville Peltonen, du côté de Lausanne. Et là, tu vas nous montrer quoi? Un exemple du genre, c'est ça? Un exemple du genre. On est début du 3e tiers. Lausanne commence... Tout début. Au début, la glace vient de refaite pour un engagement qui suit la pause. Lausanne est 5 contre 4. Et vous allez voir un petit jeu préparé du vestiaire, comment ça se passe. On a marqué en 6 secondes. Regardez bien ça, on y va ensemble sur la tablette. Vous avez, regardez, il y a Grossman qui est ici, qui va s'occuper du joueur devant lui. Vous avez le joueur de centre et l'autre côté, le top scorer. Donc, leur rôle à eux, ce sera de bloquer l'adversaire. Ils ne vont pas s'occuper de la rondelle, ils vont bloquer l'adversaire. Derrière, on a 2 petits malins qui, eux, sont dans les starting blocks. Ils vont aller direct en patinage avant, foncer un peu comme une ligne de mêlée au football américain avec deux running backs qui vont directement. On prend un risque, mais ça marche uniquement si tout le monde bloque son homme. Regardez bien ce que ça donne. Regardez Genasi et puis Berchi partir. Regardez-là, observez-là. On va mettre l'engagement. Ils font semblant de rien. Ils sont dans les starting blocks. Regardez bien Genasi. Il va voler le départ. Même, regardez, il est parti. Les 2 joueurs vont se diriger. Le scénario idéal, les 2 joueurs se dirigent, passent la ligne de mêlée, se retrouvent à 2 contre 1 et vont marquer un superbe but. Regardez bien. Et vous allez voir la joie des joueurs de Lausanne sur l'action. Ils vont dire, ça a marché, regardez sauter les joueurs, il y a Grossman qui saute, etc. On avait préparé ce jeu-là depuis le vestiaire, messieurs, et ça a marché tip-top. Ça a marché tip-top. Mais ça, c'est du football américain, ça marque même derrière quand même. Oui, exactement. On fait 3 blocs, on fond. Exactement. Le football américain, c'est fait de schémas de la sorte. Hein, donc, quand il y a ces... OK. Il y a parfois, parce que l'engagement est différent, c'était un duel. Ouais. Et là, c'est quand même des sacrés risques. Audacieux, mais si les 3 attaquants tiennent bien le joueur et puis après ils peuvent contrer, ils sont quand même du côté défensif, s'ils restent au milieu, ben justement le puck à prendre, ben voilà, ça donne ça, c'est fantastique. La condition, c'est que chacun doit bloquer son homme, parce que si tout à coup les 2 partent à l'abordage, puis il y en a un qui échappe son homme sur la ligne de mêlée, c'est un breakaway de l'autre côté. C'est ça, alors on a Grossman qui est monté sur l'engagement, il est quand même défenseur, il doit bloquer, il doit couvrir Gennady qui est défenseur qui va aller avec Berchi. Oui, mais ça c'est beau, c'est quand on a des engagements, hein, mais c'est vrai, je n'avais pas vu. Hein.
Ça, c'est ce qu'on appelle un set play. C'est bien fait. C'est une traduction de jeu préparé du vestiaire. Et ça, les Finlandais, à Berne, ils ont des set plays sur tous les engagements, partout sur la glace. On en a même en zone neutre sur les engagements. Donc ça, c'est vraiment... on surprend l'adversaire, finalement. Pour travailler avec Reto Schurch, qui était entraîneur des gardiens à Berne avant, là, il m'a dit à Berne, c'était Peltonen qui faisait tout. 3/4, c'est Peltonen. Hein. Donc, on verra. On parlait de l'entraîneur de Berne, hein, mais maintenant, le vrai penseur de Berne il y a 2 ans, c'est Ville Peltonen qui est à Lausanne. Donc, il revient avec ces choses-là. Il est bien aimé. Donc, on verra jusqu'où ça va aller. Mais c'est du joli jeu. Il y a de la recherche, il y a de l'innovation. On essaie sur tous les détails. Et c'est plus préparé que juste du feeling. Hein. On est d'accord, c'est préparé, mais tu l'as dit, Stéphane, celui-là, il est hyper gonflé quand même, entre guillemets. Ça, c'est le coach qui, au vestiaire, dit premier engagement, on va le tenter. Exact. Il dit toi, il l'explique aux joueurs. C'est des trucs qu'on a peut-être déjà fait à l'entraînement, puis c'est un petit rappel, OK, on va essayer celui-là ou celui-là. Ou simplement, il a eu l'idée dans le vestiaire, il a dit celui-là, je ne vous l'ai pas montré, les gars, je vous le montre, on va faire comme ça. Puis les joueurs, dans ce temps-là, ils se sentent comme des petits gamins. Ah ouais, cool, on va essayer. On va essayer. Vous avez vu, la Grossman, il sautait, Genasi, il sautait. On regarde ce qui fait l'engagement en face. Hein, ça doit savoir, ça, tous ces détails, qui c'est qu'on joue. Ah! Allez-y, là, c'est sûr que lui, il va se faire trouver. Il est laissé sur la carte, c'est passé. Mais ça, évidemment, on ne peut le faire qu'à 5 contre 4, parce qu'il faut qu'ils se retrouvent un 2 contre 1. Voilà. Donc, ils se sont dit, il y en a un qui va monter à l'engagement. Voilà, ça bravo. Et ça marche. Comme un plan qui se déroule sans accroc. Exact. Voilà. En tout cas, sur ce but-là, du côté du LHC, c'était notre séquence analyse de la semaine. On est en effet samedi soir. C'est la fin d'une grosse semaine en National League. Place tout de suite à nos tendances de la semaine. Toute ressemblance avec des head coach du côté de club de National League, du côté de la Suisse romande, est bien sûr voulue, vous l'avez compris, puisqu'on va tout de suite sortir de notre tableau des entraîneurs. Les tendances de la semaine en ce qui concerne les clubs romans. Alors attention, le Lausanne Hockey Club a un match de moins, vous le voyez, mais on retrouve le sourire du côté de Fribourg-Gotteron avec ses 2 succès, les 2 premiers de la saison en ce qui concerne Mark French. Ça rigole, on va dire presque toujours, malgré la petite alerte hier soir pour Antti Tormenon, c'est neutre. Vous le comprenez du côté de Lausanne. Et puis du côté de Genève-Servette, ça évidemment, malgré la belle victoire hier face à Zurich, ces 2 défaites quand même cette semaine. On alterne le bon et le moins bon, mais surtout le moins bon finalement du côté de Genève-Servette. La tendance pour ces clubs-là, messieurs, finalement rien d'inquiétant. Hein. C'est la première, 2e semaine de championnat, 5 matchs seulement. Il y a le temps encore d'ajuster certaines choses, Marc. Moi, ce qui me fait quand même... on sait que Genève a toujours, en début de saison, un peu de peine à partir, comme ça. Ce qui me fait quand même un peu souci, c'est ses blessures. Il faudra les trouver. Et j'ai quand même l'impression qu'elle n'a pas la puissance. Et puis les grands gabarits sont devenus plus âgés. Et il n'y a plus cette vitesse. Elle n'a jamais été très, très rapide. Ouais. Mais il n'y a plus cette vitesse. Et ça me fait un peu souci. Ça va être compliqué quand même pour Genève cette saison. Je la sens difficile. Ouais, il va nous retrouver un jeune de 16 ans, 17 ans. Il va trouver. Je crois qu'à Genève, les gens sont contents. Il y a Max Orlé à la barre qui soit devant. Mais c'est vrai qu'il a un petit effectif, il a beaucoup de blessés. Il n'y a plus non plus les mêmes moyens financiers aussi du côté de Genève-Servette. Hein. Dorénavant, on doit faire rentrer un peu d'argent avant de pouvoir le sortir aussi. Et ça, c'est peut-être différent et ça change aussi un petit peu la donne. On le verra du reste, encore plus certainement avec le choix des 2 étrangers qui vont signer pour quelle période et quel type d'étranger, quel pédigré finalement du côté de Genève-Servette. Ça nous donnera peut-être une indication. Allez messieurs, on va récapituler les résultats de cette soirée de National League. Il y avait 4 matchs au programme ce soir. Les clubs romans qui ont connu, on l'a dit, des fortunes diverses. On rappelle la victoire donc d'Ambri-Piotta 4-2. Le succès de Bienne face au leader première défaite du CP Berne de la saison 5-2. Le carton de Longno 7-0 du côté de Davos. Et le succès important de Fribourg à domicile face à Rapperswil. Bienne qui reprend le fauteuil de leader au CP Berne. Zug qui n'a pas joué, qui fait finalement une assez bonne opération. Ambri-Piotta, très intéressant, hein, 9 points, tout comme Longno. Ensuite, un groupe d'équipes à 6, avec notamment Lausanne, Genève-Servette et Fribourg-Gotteron désormais. Davos et ZDC Lions, un match en moins. Et puis on l'a dit, Rapperswil, toujours pas de points
0 pointé pour le Néo Premier. On jouait également en Swiss League. Les résultats de la soirée, on va les découvrir. Tout de suite, les voici, les voilà. La Chaux-de-Fonds qui s'est imposée, chichement, du côté des Getseka Lions. 4-3, le large succès d'Olton 7-0 face au Ticino Rockets. Le succès de Viège, là aussi c'était serré face à Winterthur 6-5. Et finalement, Cloton qui continue son carton plein et qui s'impose 6-4. Aussi, quand même. Ouais, il y en avait beaucoup du côté de Zug Academy. Là aussi, le classement, on va le découvrir normalement. Il n'y a pas de classement, me dit-on. Désolé, c'est pas grave, moi je vous en veux pas. On tiendra les comptes à la fin de la saison. Il y a plus de relégués. Mais je peux vous dire que Cloton est vers le haut aussi, tout comme Ajoie et Chaux-de-Fonds qui doit être pas mal. Voilà. Oui. Je me suis simplement promis, on vous proposera lors de la prochaine soirée de Swiss League notamment un classement. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup Marc Leuenberger, Monsieur Mboukou, Antoine Desclous, Stéphane en pleine forme la semaine prochaine. Oui, je serai demain à Lausanne déjà pour commenter le match. Absolument. Et puis mardi, on se retrouve ici bien sûr pour notre studio avec notamment un derby tessidois, le premier de la saison entre Ambry et le HC Lugano. Vous savez tout. Merci à toute l'équipe technique. Très bonne fin de soirée, très bonne nuit, bonne fin de week-end. Bye bye.